Bonjour chère communauté francophone et francophile, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui s'intitule Communiquer en Colombie-Britannique ou comment perdre son français sans améliorer son anglais. Ici nous allons parler code culturel, bilinguisme, conseils ultra pratiques pour améliorer ou tenter d'améliorer son anglais au quotidien. Nous évoquerons le cas des enfants francophones qui débarquent dans les provinces ou les pays anglophones. Et puis on verra ensemble des notions de vocabulaire type qui est fortement, largement utilisé au Canada et en Colombie-Britannique. Comprendre les codes culturels quand on arrive dans un nouveau pays, une nouvelle province, c'est très important. Ce que je vais dire, ce sont des généralités. Ça ne peut pas coller à tous les Britanno-Colombiens. Néanmoins, ça peut t'aider à cerner une tendance sur ce que peut dégager le Britanno-Colombien. Donc on dit qu'il a le sourire facile, une attitude très positive et de manière générale est très poli. On dit aussi que le Britanno-Colombien s'excuse souvent. Et moi je rajoute qu'il a le compliment très facile, ce qui est bien évidemment très agréable. Donc je t'invite à répéter cette attitude de bienveillance du Britanno-Colombien. Donc quand on est face à ce genre d'attitude, c'est agréable dans le sens où quand tu arrives en tant qu'immigrant, en tant qu'expatrié, tu rencontres de nombreuses difficultés, notamment peut-être administratives. Et quand tu as des gens comme ça en face de toi, très empathes, ça aide beaucoup l'intégration. Néanmoins, attention à cette attitude très bienveillante que tu vas trouver en face de toi, qui souvent relève de la simple mais très justifiée politesse. Et peut-être que toi, tu vas croire qu'il y a quelque chose de plus, peut-être quelque chose qui va pouvoir se créer derrière, alors que c'est juste de la politesse. Donc il va falloir que tu affûtes ton discernement pour distinguer ce genre de situation. Ensuite, toujours dans les codes culturels, donc la bise est bien sûr pas du tout pratiquée ici. Pourquoi? Bon, déjà parce que c'est pas dans la tradition du pays. Et puis aussi, le Canada, c'est un pays dit multiculturel, où les valeurs de respect de l'individu, de l'espace personnel sont vraiment importantes. Et c'est ce qui est enseigné dès la grande section ici, Kindergarten, où on apprend à l'enfant à créer sa frontière, à s'aimer comme un individu et à ne pas se faire, entre guillemets, empiéter sur son espace personnel. Donc ça, on le sent bien. Et, et puis la bise, voilà, elle serait perçue comme très intrusive dans cet espace personnel, ce qui explique qu'elle est peu adoptée. Donc tu te contentes de dire bonjour à la personne, ou peut-être serrer la main. Dans le cas d'une amitié, l'accolade est peut-être pratiquée, pas tout le temps, mais il n'y a pas de bise. Et pour saluer les enfants, donc les adultes souvent ils les saluent avec un high five, donc une tape dans la main. C'est très courant. Donc j'ai dit de manière générale, les Britanno-Colombiens sont très polis, ils vont dire facilement bonjour dans la rue, même en ville, ils vont vous sourire. Mais par contre, peut-être que dans le milieu professionnel, tu vas avoir une différence, un petit décalage, où par exemple le bonjour sera beaucoup moins avenant, voire inexistant, voire à retardement, alors que quand tu es à l'extérieur, tout le monde te dit bonjour. Ça, c'est assez propre aux provinces anglophones, et puis même aussi au Québec, hein, je l'ai entendu. Donc déjà évidemment quand tu arrives dans ton bureau, bien sûr tu vas pas claquer la bise à tous tes collègues.
mais tu vas peut-être être tenté de les saluer, de leur serrer la main. Ben non, tes collègues, ils sont là, ils travaillent, donc il y aura peut-être que ton espace restreint, tes collègues très proches qui vont te dire salut rapidement, mais voilà, ce sera pas une expansion de salutations. Et également, ne sois pas étonné si ta hiérarchie, ton chef est dans ces mêmes schémas-là, te dit pas forcément un bonjour franc, net, précis le matin. Il peut t'ignorer pendant 2 semaines et puis d'un seul coup être dans une ultra sympathie pour discuter avec toi. Donc faut pas le prendre pour soi. Si tu vois qu'ils font tous ça entre eux, ben, tu te dis que c'est normal. Si tu vois qu'il y a qu'avec toi qu'ils disent pas bonjour, c'est que il y a un problème avec toi. Ça va être facile à jauger. Alors, le bilinguisme. Donc au Canada, comme vous pouvez le savoir, on trouve de fortes perceptions et représentations du bilinguisme qui est souvent critiqué, voire carrément remis en question. Parce que dans l'imaginaire collectif des gens, le bilinguisme, c'est parler très couramment, dans ce cas-là, français et anglais, parce que le pays est officiellement bilingue. Donc tu penses que toi, si tu es bilingue, ça veut dire que tu vas penser en anglais, et cetera. Mais la définition au Canada du bilinguisme est sensiblement différente. Ici, être bilingue, ça ne veut pas forcément dire avoir des compétences égales dans chacune des langues maîtrisées. C'est plutôt d'avoir des ressources ou des compétences linguistiques dans une autre langue que sa langue maternelle et de savoir l'utiliser dans différents contextes, besoins, objectifs. Donc c'est intéressant, ça enlève une forte pression que peuvent avoir les Canadiens où on va leur dire ben, t'es bilingue, donc tu parles couramment l'anglais français. Ben non, tu vas être bilingue parce que tu sais te débrouiller dans les deux langues. Et en sachant que ce bilinguisme, on va dire la définition de base d'être très à l'aise dans les deux langues, va vraiment s'appliquer au service du gouvernement. C'est ce qu'on va te demander si tu veux travailler pour le gouvernement fédéral. Et également, comme je l'ai dit précédemment, le Canada est un pays multiculturel, donc il y a beaucoup d'accents différents, ce qui fait qu'en plus d'être sympathique, le britanno-colombien est très conciliant. Quand il va t'entendre parler anglais, il va tout de suite comparer ton niveau d'anglais à son niveau de français. Alors que c'est pas du tout ça qu'on lui demande, mais ce qu'il va faire, qu'il va te dire que tu parles vraiment très très bien anglais, parce qu'il a comparé ça à son niveau en français, qui est peut-être très faible, voilà, parce que c'était pas son choix d'études premier. Et donc on va jamais te reprocher d'avoir un anglais bancal, parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui doivent se débrouiller avec l'anglais qui est leur deuxième langue et pas leur langue maternelle. Donc, les Britanno-Colombiens et les Canadiens en général sont baignés là-dedans, ce qui te permet d'être vraiment à l'aise avec ton anglais, d'oser parler. Voilà, tu te sentiras toujours très bien accueilli et encouragé. C'est plutôt positif. Aussi, tu vas peut-être te confronter au mythe qui dit que, ben, en vivant dans un pays anglophone, tu vas être bilingue très rapidement, donc bilingue au sens, on va dire, commun du terme. Et d'ailleurs, ton entourage francophone ne manqueront pas de t'interroger à multiples reprises pour savoir si ça y est, maintenant t'es bilingue, ça y est, c'est bon maintenant. Alors que, ben non, parce qu'il va en fait falloir passer un certain temps à déconstruire ce que tu as appris pour le reconstruire et ça prend du temps. Pourquoi déconstruire? Parce que l'anglais que tu as appris, c'était pas l'anglais canadien et encore moins britanno-colombien. Et si tu veux pas passer pour un touriste toute ta vie, ben voilà, va falloir
s'adapter. Et par exemple, si tu connais pas, tes verbes irréguliers, bon, c'est pas forcément en passant, 10 ans dans le pays que tu vas les savoir parce que tu auras entendu, parler anglais pendant 10 ans. La plasticité de ton cerveau n'est pas celle des enfants, voilà, qui peuvent eux apprendre, simplement en écoutant. Pour les adultes, ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc il y a quand même des efforts à fournir, il suffit pas de baigner dans l'atmosphère anglophone, voilà, pour devenir un super bilingue. Alors, comment on va pouvoir améliorer l'anglais au quotidien? Voilà, j'ai relevé quelques petits conseils que voilà, je trouve plutôt pertinents. Le premier, c'est de regarder Netflix. Je donne des conseils que je pratique pas, mais ça me semble des bonnes idées. Et notamment la saison 6 de Virgin River. Pourquoi? Parce que c'est une série qui est tournée sur la côte ouest nord-américaine et notamment à Vancouver, en Colombie-Britannique. Et apparemment, elle est réputée pour avoir de très beaux paysages euh, de la province. Donc voilà, et puis tu regardes en sous-titres anglais, ça te permet voilà, de faire de l'anglais et en même temps de découvrir les très beaux paysages de Vancouver et sa région. Et comment je le sais? Voilà, c'est très simple. Je suis tombée sur le tournage, voilà, qui a eu lieu en partie donc dans ma communauté. Donc je peux te dire que tu peux pas passer à côté, voilà, vu le nombre de caravanes qui étaient dédiées à ce tournage. D'ailleurs, j'ai peut-être été filmée par l'hélicoptère de la série, donc peut-être que tu me verras. Donc voilà, je te salue si on se croise sur Netflix. De manière générale, on constate que les jeunes donc, qui regardent les séries en anglais sont plus doués, enfin plus doués que dans les autres matières où ils sont pas forcément très bons, mais du fait qu'ils regardent les séries dans la langue d'origine, euh, voilà, leur donne un niveau en anglais très très cool même. Voilà pour Netflix. Ensuite, j'étais mis de trouver un très bon ami. Donc ça fait écho à cette attitude très positive et bienveillante que je décrivais plus haut en amont, ce qui veut dire que comme le britanno-colombien il trouve que ton anglais il est super génial, euh, et il te respecte en tant qu'individu, il va pas s'amuser à corriger ton anglais, à reformuler, à t'aider à acquérir du vocabulaire. Il va pas aller jusque là. Il va te dire mais moi si j'étais dans ton pays que j'essayerais de parler français, est-ce que tu me corrigerais? Ben, évidemment, bien sûr. Donc en fait, ce que je conseille, c'est de se trouver une personne. Alors, je dis un très bon ami, mais tu vas te faire plein d'amis, mais un très bon ami qui a un peu ton rythme de vie, que tu peux voir aller une fois tous les 15 jours, et vraiment pour faire que ça, de la conversation, 15 minutes d'anglais où il va te corriger, il va pas te lâcher. Et peut-être qu'en échange, ben, vous pourrez faire 15 minutes de français parce que les gens sont très en demande aussi d'apprendre le français. Et puis si tu trouves pas quelqu'un comme ça naturellement, tu peux passer une petite annonce sur un post, sur un groupe Facebook, voilà, de ta communauté. Il y a toujours des gens qui seront ravis de partager un petit thé avec toi et de discuter, de t'aider. Voilà, une demi-heure par semaine. Là, ça peut vraiment, vraiment aider. Mais les gens, voilà, au quotidien, ne te corrigeront pas. Tu peux aussi demander de l'aide à ChatGPT, euh, qui a bon, il y a plusieurs sons de cloche, mais il a quand même la réputation d'être plus performant qu'un Google Translate ou qu'un DeepL, donc ça peut être une aide importante pour parler vraiment l'anglais du coin. Aussi, je te conseille de faire vraiment attention aux SMS, donc les textes
que tu reçois parce que là, tu vas vraiment avoir le parler quotidien du canadien, ce qui est moins le cas, par exemple, dans l'email qui est plus formel. Donc, moi, j'apprends beaucoup en lisant les SMS. Et du coup, voilà, essaye de retenir des formules et de les ressortir dans un autre contexte. Aussi, ce qui peut t'aider, en dehors de ton travail, c'est d'essayer d'être impliqué dans une association. Donc, il existe plein de types d'associations. Donc, suivant tes aspirations, ce que tu souhaites, tu peux passer 1 heure tous les 15 jours dans ce type de structure, que ce soit une association environnementale, pour aider dans la petite enfance. Enfin, il y a plein de domaines, les personnes voilà, sans domicile. Et donc là, tu vas apprendre encore un autre vocabulaire que celui de ton travail. Et tu seras dans un environnement aussi très bienveillant où on va vraiment te supporter dans ton anglais, enfin, supporter au sens positif. Hein. Et, euh, et puis toi, tu auras l'impression d'être très utile. Enfin, c'est pas qu'une impression, voilà, tu seras très utile. Euh, donc ça joint l'utile à l'agréable. Ensuite, si je devais te partager une seule chaîne YouTube, ce serait celle de Bob le Canadien, qui a une très grosse communauté et qui fait des leçons très pertinentes d'anglais canadien. Et puis en même temps, il t'apprend des choses sur la culture canadienne. Donc je t'invite à le faire. Puis en plus, il est très sympathique. Il y a bien évidemment d'autres chaînes pour parler l'anglais canadien américain. Euh, mais voilà, ça peut être un petit support en plus. Et puis enfin, prendre des cours d'anglais. Mais les cours d'anglais, pas n'importe lesquels. Parce que tu peux tomber dans des cours d'anglais où on va te faire parler tout le temps, rédiger, faire des études de texte. Sauf que toi, t'es déjà allé à l'école et t'as déjà fait ça. Et voilà, maintenant t'es dans le pays anglophone et t'as plus envie de faire des choses scolaires pour apprendre la langue. Tu veux vraiment être confronté. Et, donc, par rapport à ça, regarde bien ce qui est proposé dans le cours que tu vas prendre. Parce que par expérience, même des professeurs d'anglais, ils n'osent pas te corriger. Par contre, ils vont te faire parler. Donc, voilà. Ou alors, on va te mettre dans des groupes de conversation, donc avec d'autres gens qui viennent de plein de pays différents. Donc, tu vas pas t'améliorer. Et puis, tu vas peut-être prendre même les fautes des autres. Et puis, tu vas donner, bien sûr, toutes tes fautes aux autres. Alors, pour aller plus en détail sur les cours d'anglais, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, en tant qu'immigrant, le gouvernement met en place des services, donc notamment des cours d'anglais qui sont gratuits, donc qui peuvent être en présentiel ou à distance. C'est vraiment une chance parce que dis-toi que les Québécois qui s'expatrient dans les provinces anglophones, enfin, en tout cas en Colombie-Britannique, n'ont pas accès à ces services gratuits d'apprentissage de l'anglais parce que le Québécois, c'est pas non plus inné pour lui de parler anglais. Et il aurait bien aimé avoir accès à ce genre de service. Donc, toi, si tu as cette chance, tu peux essayer de la saisir. Donc, je t'ai mis le site internet là, de IRCC qui te mettra à disposition tous les centres qui proposent des cours de langue gratuitement dans les différentes villes de la province. On va te faire passer un test d'évaluation pour te placer dans un groupe. Alors tu vas me dire, mais oui, mais moi j'ai déjà passé des évaluations, j'ai passé le TOEIC ou le TOEFL dans le cadre de mon immigration. Oui, ben voilà, c'est différent. C'est pas le même, c'est pas les mêmes codes. Ça va pas te servir en fait. Ça te sert que à immigrer. Et après au Canada, ils ont leur propre, on va dire, méthode d'évaluation. Et ce sera proche les tests que tu vas passer. Il y aura de la compréhension de texte, compréhension orale, du speaking et voilà. Mais il va falloir ouais, s'y coller. Et après, on va te dire dans quel cours tu peux aller. Et je t'invite à bien demander au professeur de ce que tu veux en fait, sur quoi tu veux t'améliorer. Donc si c'est
dans le speaking, bah, tu lui dis et il va essayer de faire en sorte, voilà, d'améliorer ce point-là, mais si tu dis rien, tu auras des choses de façon très générale et qui vont peut-être pas te servir et ça va t'ennuyer. Heu, Moi, j'ai eu la chance d'avoir, des cours privés avec donc une professeure, d'IRCC, 1 heure par semaine, pendant 6 mois. Bon, bah, c'est forcément, c'est magique, ta progression, elle est, heu, elle est vraiment chouette. Puis tu noues des liens avec, un prof d'anglais, enfin, c'est vraiment sympa, mais bon, c'était exceptionnel, hein, normalement, c'est pas ça. Mais je me trouvais au bon endroit, au bon moment dans son planning, donc elle a accepté de me dédier ce temps-là. Mais il a fallu que je lui demande de me corriger, de me reprendre, donc elle osait pas au départ, puis après elle y a pris du plaisir et elle arrêtait pas de me reprendre et c'était vraiment génial. Allez, maintenant on va parler, des enfants et de l'anglais, donc les enfants, qui débarquent, dans la province ou le pays anglophone. Donc là aussi les stéréotypes, les clichés ont la vie dure. On te fait croire qu'en 2 mois ton enfant va être, bilingue. Donc il y a plusieurs raisons, ben, qui sont fausses, surtout, heu, pour les francophones, du Canada anglophone. Parce que déjà, tu as la possibilité de mettre ton enfant dans des écoles, francophones, en présentiel ou à distance. Donc l'enfant, bien sûr, il va parler français, il va rejoindre sa famille, ça va parler français. Et dans les écoles, francophones, le français, il est appris à partir du grade 4, donc ce qui équivaut à un CM1, donc assez tard. Ce qui est, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est vraiment tard. Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce qu'on va te dire: «Ne vous inquiétez pas, votre enfant va apprendre à parler en anglais, par osmose, dans les cours de récréation», parce que beaucoup des enfants qui fréquentent les écoles francophones ont moins un parent qui est, anglophone, donc ça parle souvent les 2 langues à la maison. Heu, donc voilà, on va te dire: «Ne t'inquiète pas, dans les cours de récré, il va apprendre, l'anglais». C'est pas forcément le cas. Heu, voilà, j'ai beaucoup de témoignages autour de moi où ça s'apprend pas, en tout cas ça s'apprend pas en 2 mois parce qu'il est pas du tout immergé, dans l'anglais, 5 jours par semaine. Et puis aussi, si tu choisis une école, à temps partiel, donc le terme exact, c'est online learning. Donc tu pourras aller dans un milieu anglophone, par exemple 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine, mais le reste du temps, normalement, ce sera avec un parent et francophone. Donc là, tu feras l'école, en français. Et quand on demande, aux gens francophones qui font l'école, à la maison ou partiellement, «Est-ce que vous faites l'école, en anglais?» Ben, la réponse elle est non, parce que toi-même, il faut que tu apprennes, la langue, on va dire, du cru. Tu as pas envie d'apprendre, des erreurs à tes enfants, un très mauvais accent. Donc tu fais école en français et puis tu as envie de garder le fameux bilinguisme. Aussi, 2e cas de figure, c'est qu'on va te dire que, ben oui, plus ils sont jeunes, plus ils vont apprendre facilement. En fait, peut-être que l'enfant, il a pas envie d'être là. Il a pas envie d'être, au Canada ou je ne sais dans quel pays. Et peut-être toi, tu t'es convaincu que c'était un projet familial, que vous l'avez décidé ensemble, mais un enfant de 5 ans, il décide de rien. Donc s'il a pas envie d'être là, et il va certainement pas faire des efforts, pour apprendre l'anglais, pour se mettre dans les énergies de l'anglais. Et donc ça, je pense que c'est peu souvent pris en compte. Ça veut pas dire qu'il sait pas parler ou qu'il ne comprend pas, mais ça veut dire qu'il ne veut pas, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il veut pas être là. Quand on va lui poser une question, en anglais, il va faire en sorte de pas écouter ou de s'adresser à son parent pour lui dire: «Qu'est-ce qu'il a dit lui?» Mais il fera pas l'effort, d'écouter, de répondre en anglais, en tout cas dans un premier temps.
Alors que l'enfant qui peut être un peu plus âgé, il peut se mettre très rapidement dans les énergies de l'anglais, où il va trouver ça super fun d'apprendre une deuxième langue, et forcément ça va se répercuter sur son anglais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si l'enfant n'a pas envie d'être dans les énergies de l'apprentissage d'une nouvelle langue? Une chose vraiment importante à faire, c'est de le mettre dans un cours de sport, d'art, quelque chose qu'il aime beaucoup, quelque chose qu'il va pouvoir faire au moins une fois par semaine, avec un très bon instructeur, quelqu'un de, voilà, de très bienveillant, compatissant aussi. Et là, forcément, le sport, c'est assez magique pour ça. Il va déjà au moins acquérir du langage par le sport, et ce qui après pourra lui permettre à l'école ou dans d'autres circonstances de s'exprimer un petit peu mieux en anglais. Aussi, une autre solution, c'est les assistantes d'éducation, educational assistant. Donc là, c'est tu peux comment dire, elles sont à domicile, il y en a dans les écoles bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui travaillent chez elles et qui apportent du support. Donc là, c'est l'apprentissage de l'anglais langue seconde, donc ESL, English Second Language. Donc pour la modique somme de $40 de l'heure, elles peuvent aider ton enfant à se mettre dans l'anglais par des jeux, vraiment apprendre des cours d'anglais, mais adaptés à l'enfant. Donc c'est une option intéressante. Mais on est souvent partagé entre le fait de ne pas leur mettre la pression, parce qu'il y a déjà beaucoup de changements, et on sait que ça va se faire naturellement. Mais peut-être que voilà, peut-être que l'assistante d'éducation peut vraiment aider. Et puis aussi, on pense trop que quand l'enfant il est dans sa classe, notamment en anglais, s'il est dans une école anglophone, il va apprendre l'anglais facilement. Mais en fait, il va déjà falloir qu'il s'adapte à plein de codes différents. Et c'est pas des cours d'anglais qu'il aura en face de lui. On va pas lui mettre sur un tableau I am égale je suis. On va juste dire I am et puis le reste va suivre. Donc l'adaptation, elle est énorme, ça demande beaucoup d'efforts. Ce ne sont pas des cours d'anglais. Donc certes, il a sa plasticité du cerveau très active, ça va beaucoup l'aider, mais ça va pas être magique, ça va prendre du temps. Vraiment, ça peut prendre du temps, et faut essayer d'accompagner l'enfant au mieux. En tout cas, tu vas vite te rendre compte de l'importance de la plasticité du cerveau, parce que même si ton enfant, voilà, il parle pas beaucoup anglais, les mots qu'il va avoir dans son bagage, on va dire, il va les prononcer avec un accent impeccable. C'est pour ça que moi je dis, je comprends pas comment on peut faire, le francophone peut faire l'école en anglais. Du coup, là, l'enfant, en sortant de son école anglophone, il a un accent qui est vraiment impeccable et forcément bien meilleur que le tien, en fait. D'où la plasticité. Toi, tu n'arriveras jamais à avoir cet accent-là. On termine avec quelques notions de vocabulaire typique que l'on trouve au Canada. J'ai envie de vous les partager parce que moi, c'est des choses que j'ai vraiment, la plupart, je les ai apprises ici. C'est pas l'anglais qu'on m'a appris. Donc, l'anglais, on va dire très british. Donc, différentes façons de se saluer. Hi there, hello guys, hey. Et pour demander comment ça va, how is your day going so far? How is it going? How are you doing? Toi, tu as peut-être appris how are you? Et puis, tu as appris à répondre I'm fine. Et ici, c'est très peu utilisé. Puis, on va répondre good, pretty good, not too bad. Et aussi, pour faire le lien avec ce que je disais au début dans les codes culturels, par exemple, un caissier, donc il va te demander comment tu vas à la caisse. Donc déjà,
c'est très, inhabituel, je pense pour un francophone, qui vient de l'Europe. Et puis on va te demander comment ça va aujourd'hui, alors que c'est la première fois que tu vas que tu viens dans ce magasin. Alors tu dis: «Mais, on se connaît?» Tu dis ça en toi-même, hein, parce que et puis en fait, bah, tu comprends que tout le monde fait ça et on te demande aussi, quel est ton programme de la journée. Enfin, voilà, il y a toujours une toute petite discussion, pour avoir une intention, gentille à l'égard de la personne. Donc ben, voilà, c'est bien d'intégrer ces codes et puis de les appliquer, surtout que c'est des codes vraiment, sympas. Et puis pour, dire au revoir, donc see you then, voilà, c'est à la prochaine, on se verra là-bas et have a good one. Donc c'est quand tu sais pas ce que la personne elle va faire après, quand tu la quittes, tu dis have a good one. Voilà, have a good what? Eh ben, have a good one. Voilà pour ça. Alors ensuite, parlons de choses qui fâchent, on va parler des phrasal verbs. Alors même un anglophone, tu lui parles de phrasal verbs, il sait pas ce que c'est. C'est comme, je sais pas, tu dis à un francophone, c'est quoi un complément, circonstanciel, il va peut-être pas savoir ce que c'est alors qu'il l'emploie tout le temps. Bon bah là, c'est un petit peu le cas. Et donc c'est ces fameux, verbes à particules détachables, double particule, voire triple particule, parfois. La particule détachable ou pas détachable. Bah, c'est pas vraiment évident. Donc là, je t'ai mis l'image d'un bouquin, voilà, qui en parle en long, en large, très illustré. Donc ça peut être un bon début pour s'y faire parce que, pourquoi, ces phrasal verbs? Parce qu'ils les utilisent tout le temps, en fait. Donc et c'est là aussi, en fait, si tu veux arrêter de passer pour un touriste, ben, faut essayer de s'y mettre. Donc là, j'en ai mis certains qui sont très communs, qu'on entend tout le temps. Pick up, donc c'est récupérer, drop off, déposer. Drop in event, c'est un événement qui n'est pas régulier, tu vas payer sur place. Hand in, c'est remettre à son professeur une copie. Hand out, c'est distribuer des copies. Put off, c'est reporter comme un rendez-vous. Call off, annuler. Figure out, c'est comprendre, ça c'est très souvent utilisé. Find out, découvrir. Toi, tu vas dire discover. Non, ils vont pas dire ça. Alors, ils vont le comprendre, mais ils diront find out. Take off your shoes et fit in, s'adapter. J'en ai quelques autres sur l'autre page. Pack up, ranger. Pack up your snack. Ah bah, take off, je l'ai mis 2 fois. Watch out, c'est faire attention. Alors toi, tu connais peut-être be careful. Mais ici, ils vont souvent employer le watch out. Show up, c'est se présenter chez quelqu'un, par exemple. Et pop over, c'est très mignon, c'est faire un saut, par exemple, chez quelqu'un. Donc, à mon sens, ces phrasal verbs, c'est ce qu'il y a de plus difficile à maîtriser ici. Et voilà, je t'invite vraiment à faire un effort pour les utiliser. Et puis, je t'ai mis quelques mots aussi de vocabulaire hyper commun que personnellement, je connaissais mal avant d'arriver. Donc, buddy, c'est un copain, des buddies. Mais donc, les gens, ils appellent buddy donc, ben, leur copain, leur enfant, leur chien. Donc, tout est buddy. Donc, c'est des mots faciles, en fait, que tu peux utiliser toute la journée. Kiddo, il l'emploie aussi pour dire enfant, ou les kiddos. To grab, c'est attraper. Alors ça, c'est surutilisé. Tu le mets même dans une phrase en français, tellement que c'est pratique ce mot de gramme-moi le sel, gramme-moi le pain. Stuff aussi ultra pratique, c'est les choses. So, what is the stuff? C'est quoi? Voilà, dès que tu sais pas un mot, bah, tu l'appelles stuff et ça passe. Ça passe très bien. Le workout, c'est le sport, l'entraînement. Donc toi, tu veux dire que tu fais du sport, bah, eux, ils font du workout. Et aussi attention aux mails, email, voicemail, parce que nous on dit, tu as d'ailleurs dit tout à l'heure un mail pour dire un email, mais attention, le mail c'est un courrier postal, donc tu peux te mettre dans des situations inconfortables si tu confonds les deux. Et le voicemail c'est le vocal.
l'abréviation ASAP, as soon as possible. Aussi ish, ça veut dire environ. Donc par exemple, on peut se retrouver à 7-ish, environ 7 heures. Donc ça aussi très utilisé. Les constructions, tu vas en voir partout. C'est les travaux. Alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils construisent? Mais ils construisent rien, ils font juste un goudron et tout. Enfin, toi, t'attends de voir des constructions, mais c'est des travaux. Odd aussi, that's odd, ça veut dire that's unusual, c'est bizarre. Et odd, ça veut dire aussi impair, le chiffre impair. Et buck, ce sont les dollars aussi, c'est une manière familière de dire dollar, mais très utilisée. Et aussi, j'aurais pu rajouter qu'un dollar, ça se dit one loonie, a loonie, et une pièce de 2 dollars, ça se dit un toonie. Donc notamment, tu vois, quand tu vas à la piscine et tout, on te demande soit un loonie, un toonie, pour mettre une pièce dans un chariot. Ou à la laverie. Donc voilà, c'est du vocabulaire très pratique que je souhaitais te partager. Et je vais terminer la vidéo en te partageant une petite anecdote sur l'expérience du francophone dans un pays ou province anglophone. Une fois, j'ai croisé une connaissance. C'est quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud. Donc en Afrique du Sud, on parle anglais. Ça fait 20 ans qu'il habite au Canada, il est médecin et urgentiste, et puis je le croise avec sa fille qui doit avoir 18 ans. Et donc, on commence à engager une conversation conviviale, amicale, et donc je parle, et je voyais qu'il comprenait pas ce que je voulais dire sur un sujet en particulier. Et là, tout de suite, sa fille comprend tout ce que je dis. Elle le retraduit dans un anglais, on va dire, utilisé ici en Colombie-Britannique, et pour que son père comprenne. Et là, la situation, elle était vraiment marrante parce que du coup, le médecin m'écoutait d'une oreille et puis il écoutait sa fille d'une autre oreille pour avoir la traduction de mon anglais en anglais, et tout en se demandant mais comment ça se fait que ma fille elle comprend et moi je ne capte rien de ce que me dit cette fille en face de moi. Et c'était vraiment drôle, et voilà, j'ai pris des fous rires toute la journée en repensant à cette situation, et voilà, je me suis dit c'est la jeunesse qui nous sauvera, c'est sûr. Voilà. Bah écoutez, c'était communiqué en Colombie-Britannique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.